Salut tout le monde, bienvenue à cet autre rapport Boivin, le 35e déjà depuis le début de cette nouvelle aventure, 10e chapitre de cette deuxième saison. Déjà l'avant-dernier chapitre juste avant les fêtes, on va revenir dans 2 semaines. Plein de choses à jaser avec vous. Évidemment, nous enregistrons, c'est l'édition du 23 novembre, journée d'Action de grâce aux États-Unis. Ils sont fou raides avec leur Black Friday, Vendredi fou et ainsi de suite. Ça s'est extensionné ici, mais enfin bref. Donc, c'est une revue de ce qui s'est passé cette semaine jusqu'au 23 novembre. Ville de Gatineau, il s'est passé plein de choses. Entre autres, c'était le premier conseil la première réunion du nouveau conseil depuis l'élection du 5 novembre. On attendait tout le monde, tous les observateurs de la scène municipale, on attendait de voir la composition des comités, des commissions. Le maire avait un beau défi sur les bras. D'une part parce qu'il avait plusieurs nouveaux conseillers qui s'ajoutent à la mouture des années précédentes. Il y avait son parti politique, Action Gatineau, à reconnaître, mais aussi reconnaître le fait que les indépendants, ceux qui sont élus sous aucune bannière, j'aime mieux dire ça, les élus sans bannière versus les élus sous la bannière d'Action Gatineau, parce que, à mon point de vue, j'espère qu'ils sont tous indépendants, là, qui sont tous capables, des grandes personnes majeures et vaccinées. Alors, c'était tout un jeu d'équilibre pour le maire Maxime Penneau-Jobin. Entre autres, ce que j'attendais de voir comme signal, c'était un peu cette main tendue, ce beau discours de collaboration qu'on entend depuis le soir du 5 novembre, où on sentait qu'on vient de peut-être franchir une nouvelle ère, où on aura un conseil municipal littéralement axé sur les besoins de la population gatinoise. Alors, certains s'attendaient à voir Action Gatineau laisser les sans-bannières prendre le contrôle de l'exécutif. Ça m'aurait surprise. L'argument que j'utilisais souvent lorsque j'ai eu des discussions avec des amis observateurs, c'était le fait que quand un gouvernement minoritaire à Ottawa, par exemple, ou à Québec, le premier ministre, qu'on pense à Stephen Harper ou qu'on pense à Paul Martin en 2004, moi je siégeais à ce moment-là, ils n'ont pas mis dans leur cabinet une majorité des autres partis. C'est pas de même que ça marche dans la vie. Alors, fidèle à ça, à ce concept, le maire Maxime Penneau-Jobin a nommé il y a 3 personnes d'Action Gatineau sur le comité exécutif, mais nouvelle façon de procéder, il a nommé Gilles Carpentier, un homme aguerri à la politique, c'est son 2e mandat, mais c'est aussi une personne qui a occupé des hautes fonctions dans la fonction publique avant de se lancer en politique. Donc, une belle expertise au niveau des administrations publiques et le maire va pouvoir en bénéficier et il l'a nommé président du comité exécutif. C'est nouveau parce que d'habitude, on est habitué ici à Gatineau, c'était le maire qui était le président du comité exécutif. Ici, ce sera Gilles Carpentier. Et je pense que ça, c'est une belle main tendue à tous ceux qui ont été élus sans bannière, qui sont effectivement majoritaires au conseil. Mais j'ai comme l'impression qu'on va plutôt fonctionner en termes d'affinité de projet, de dossier. Et d'ailleurs, Cédric Tessier, qui est un jeune politicien, mais qui est déjà rendu à son 2e mandat, membre d'Action Gatineau aussi, donc élu d'Action Gatineau, et maintenant conseiller dans le district de Allwright, donc le district des fameuses tours Brigil, mais c'est tout ce que je dirais sur le sujet des tours aujourd'hui. C'est pas l'objet de mon propos. Cédric Tessier qui prend beaucoup de galons à travers le rôle qu'il aura à jouer parce qu'il devient un petit peu comme le leader parlementaire. Pourquoi on l'appelle un peu comme le leader parlementaire pour Action Gatineau? C'est que ce sera à lui de s'assurer que les dossiers d'Action Gatineau cheminent à travers ce conseil municipal. Donc, il est un peu en charge de voir à la bonne marche du programme. Donc, très intéressant. J'avais aussi espéré, et le maire a dû entendre mes commentaires, mais en tout cas, peu importe, il a pris ses décisions. Entre autres, à la STO, la Société de transport de l'Outaouais, il y aura de gros enjeux dans ce prochain mandat, dans le mandat actuel.
qui est de continuer, par exemple, le Rapibus vers l'est. Espérons qu'on va commencer à le voir arriver bientôt jusqu'à possiblement Masson-Angers, Buckingham, mais à tout le moins de le finir jusqu'au boulevard Lorrain, tel que ça avait déjà été promis. On est déjà en retard sur le programme. Et du côté de l'ouest, l'avènement d'un train léger fort, un dossier chéri de la gang d'Action Gatineau. Alors, gros enjeu, gros dossier, mais on est au sortir de négociations de conventions collectives qui ont été assez pénibles, merci. Et dans ce contexte-là, le maire a pris, d'après moi, la bonne décision. Ça prenait du sang neuf et il a mis une personne qui est quand même familière avec le dossier parce qu'elle était déjà au conseil d'administration de la STO et elle en prend maintenant la présidence. On parle de Myriam Nadeau. S'il y a quelqu'un qui connaît ça, les négociations, de par juste son environnement familial, qu'on pense à sa mère Édith Gendron, qui a été longtemps du côté de la fonction publique fédérale, son père Richard Nadeau. Donc, c'est des gens très au fait de tout ça. Mais je pense que Myriam, en elle-même, va être... elle a des défis, mais je pense qu'elle sera capable de les relever. Il y a aussi M. Blondin, Jocelyn Blondin, aussi de l'île de Hull, qui hérite du dossier du CCU. C'est le comité à l'urbanisme, la consultation urbanisme, un dossier extrêmement important, un comité extrêmement important. Et lui qui était souvent contre le maire dans certains dossiers, on le sent par les propos qu'il tient, a un discours un petit peu plus conciliant. Alors je pense qu'il réalise la responsabilité qui repose sur ses épaules. Il ne veut pas sembler ni la marionnette du conseil, ni la marionnette des promoteurs. Et je l'en félicite. Alors, ça sera à suivre les prochaines étapes là-dessus. Louise Boudria, qui est souvent l'adversaire du maire dans beaucoup de dossiers, qui a parlé haut et fort à bien des égards pour les promoteurs contre le maire Maxime Pedneau-Jobin. Bien, le maire Maxime Pedneau-Jobin a posé un excellent geste. Elle devient mairesse suppléante, ce qui veut dire qu'elle va remplacer le maire dans ce qu'elle a de très fort, elle, que le maire n'a pas, mais comme pas pantoute, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus, excusez l'expression anglaise, mais people. Donc, c'est quelqu'un qui pourra très bien représenter la ville de Gatineau dans différentes activités auxquelles ne participe pas nécessairement le maire ou que le maire est occupé ailleurs ou peu importe. C'est pas son bag. Alors, Louise Boudria sera sûrement bien représenter. La ville de Gatineau aura une belle image à présenter à ce niveau-là. Il y a un déçu, évidemment, Mariana Chour. C'est difficile de plaire à 19 personnes, mais enfin, bref, Marc Carrière est un peu déçu. Il aurait aimé ça pouvoir siéger à la STO comme représentant de l'Est. C'est le conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse, qui va le faire. Et de toute façon, lorsque présenté l'amendement, ça a été battu par ses collègues, donc pas seulement les collègues d'Action Gatineau, les collègues sans bannière aussi. Je suis contente pour Jean Lessard. Il n'aura pas la présidence de l'aéroport de Gatineau, qui est un gros dossier, un dossier important, mais qui, en même temps, continuera à siéger là. Mais on a fait un virage à la ville de Gatineau. On va nommer quelqu'un qui n'est pas un conseiller, ni le maire, quelqu'un qui est spécialisé en la matière. Son nom, c'est M. Lalonde. Alors, ça sera certainement à suivre là, ce qui va s'en venir, mais c'est quelqu'un qui connaît le milieu de l'aéronautique et je pense que c'est ce que l'aéroport de Gatineau a besoin. On s'est fait fort de parler des primes de séparation pour les candidats, soit défaits ou qui ont pris leur retraite ou qui ont décidé de ne pas se représenter. Il y aurait certainement matière à revoir la notion d'allocation de transition, parce que quand tu t'en vas vers ta retraite, ta transition monétaire n'est pas nécessairement la même au niveau des besoins que quelqu'un qui se retrouve sans emploi et qui doit repartir quelque part. Alors ça sera certainement des choses à revoir. Ils ont augmenté leur salaire, mais ça, c'est pas une surprise. Il y avait déjà eu beaucoup de discussions avant la dernière élection, juste pour rendre ça plus équilibré puis que ce soit moins basé sur les travaux de comité et ainsi de suite, donc moins de chouchoutage à ce niveau-là. On saura
y revenir sûrement dans l'année 2018. Il y aura plein de dossiers importants. Deux gros rapports qui sont sortis, vérificateur général d'Ottawa, vérificatrice générale à Québec. Du côté du vérificateur général, surprenez-vous pas, il a massacré le gouvernement de Justin Trudeau concernant leur façon de gérer le système de paye Phoenix. Il a dit ce qu'on vous dit depuis des mois, c'est pas des années, que c'est tellement mal géré, tout ça, c'est mal planifié, c'est mal géré, point à la ligne, et ce n'est surtout pas géré selon les besoins des services et des employés. Alors, et c'est à peu près indicatif de beaucoup d'autres dossiers du gouvernement de Justin Trudeau. Il nous parle, entre autres, il a fait une inspection à Revenu Canada où on apprend que 50% des appels sont même pas répondus, puis du 50%, il y en a, je sais pas combien, qu'on donne des informations tout croche. Ils ont tenté d'éviter de montrer de l'information qui était recherchée par les vérificateurs. En tout cas, ça marche tout croche. La question des réfugiés syriens, on a perdu le contrôle, on ne sait pas trop ce qui se passe avec tout ça. Alors, au niveau de l'intégration, ça fait dur. On ne sait pas exactement qui fait quoi, où ils se retrouvent à travers tout ça. Même constat du côté de Québec avec la vérificatrice générale Guylaine Leclerc qui dit qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intégration des communautés qui se joignent à nous, au niveau des réfugiés, des immigrants. On n'a aucune façon de savoir comment est-ce que tous les services d'intégration, c'est quoi les suivis par rapport à tout ça. Alors, ça va mal. Pendant ce temps-là, on a le ministre de l'Immigration fédérale, Ahmed Hussein, qui parle de peut-être augmenter ou agrandir les critères pour accepter les gens ici, qu'on accepterait peut-être des gens avec de sévères handicaps, des maladies graves aussi, que ce ne serait plus une fin de non-recevoir pour rentrer au Canada. Venez-vous-en, les amis, on a un système de santé extraordinaire, surtout au Québec. Alors, gênez-vous pas, rentrez au Canada pour tout ça. J'espère qu'on va y repenser comme il faut. Ce qui est sorti aussi du côté fédéral, l'histoire du kirpan, des couteaux. J'espère que vous êtes heureux de savoir que vous pourrez maintenant vous faire les ongles dans les avions parce que certains disent pour permettre l'entrée du kirpan dans l'avion, le ministre Garneau, l'ancien astronaute Marc Garneau, a annoncé que maintenant les couteaux avec lame de moins de 6 cm seraient permis dans les avions parce qu'on avait tous demandé effectivement d'avoir notre canif avec nous autres, évidemment, pour des raisons de sécurité, et c'est d'un ridicule consommé. Les gens pensent, et je pense avec raison, que cette loi-là a été mise en place strictement, ou cette nouvelle réglementation, strictement pour permettre à certaines communautés de pouvoir entrer avec leur kirpan religieux. Fait que ça va mal dans la shop, m'en vous dire, mais en tout cas, c'est pas des grosses surprises, mais je me rappelle du temps où un rapport de vérificateur général, ça faisait du bruit. Là, ça fait du bruit genre 2 jours. On en parle un peu et on fera quelques suivis en cours de route. Puis dans 6 mois d'ici, on va dire « Hey, il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça. C'est encore pire. Phoenix, c'est pas réglé et c'est pas demain la veille que ça va se régler. » Et ceux qui vous disent que c'est les années avant Trudeau, il a regardé que les années du gouvernement Trudeau. Enfin bref, ça a bardé de ce côté-là. On fait une pause, on revient. Acheter en français, c'est bien sûr contribuer au développement de notre économie et à la création d'emplois, mais c'est aussi se respecter et se faire respecter. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Encore tu La philosophie des emplettes de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les emplettes de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les emplettes de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Je m'appelle Hamid, je viens d'Iran. Dans la communauté, être mieux accepté si je sais comment de parler en français. Pour Québec, c'est très bon. Si je peux parler en français très bien. Un message d'Impératif Français. Et on est de retour.
Des conflits à l'horizon entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral à prévoir. J'ai 2 dossiers qui me viennent tout de suite à la tête. Le dossier, évidemment, du pot, du cannabis et le dossier du logement, les 40 milliards qui ont été annoncés par Justin Trudeau. On va commencer avec le cannabis. Le cannabis, c'est comme si on est sur 2 planètes complètement différentes entre Québec et Ottawa. Je vous le dis depuis le début, Québec veut concentrer la vente entre les mains d'une société, la société un peu comme la Société des alcools, là, ça serait la Société du cannabis du Québec. Ottawa dit, vous avez le droit d'en faire pousser jusqu'à 4 plants chez vous. Québec dit non, moi je vais vous interdire de le faire. Mais je vais vous permettre, par contre, de fumer dans les lieux publics. En Ontario, ça sera non, c'est chez vous, mais vous pouvez faire pousser votre pot. Il va y avoir tellement de règles contradictoires. Et toute la semaine, on a entendu toutes sortes de choses se promener sur la place publique, que ce soit le fait qu'à Québec, au Québec, je devrais dire, il y a seulement 2 producteurs licenciés pour faire pousser du pot, dont un pas loin d'ici, pas loin d'où j'enregistre l'émission, et Hydropothicaire. C'est un problème, ça, parce que quand tu dépends que d'un petit nombre de producteurs, tu es souvent à la merci. Comment est-ce qu'ils vont fixer les prix à travers le Canada? Comment ça va s'appliquer ici? Pourquoi est-ce que l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, veut embarquer dans ça? Parce que même qu'il y a des ministères à Ottawa qui disent « Hey, est-ce qu'il va falloir qu'on mette ça dans nos statistiques au niveau agriculture? Parce qu'on fait pousser quelque chose. Alors, tout ce qui pousse du sol, d'habitude, ça tombe dans l'agriculture. Est-ce qu'on va le mettre là? Fait que les agriculteurs veulent pouvoir peut-être se recycler dans le pot. Il y a des gens, les producteurs en serre disent « Hey, moi, j'aimerais ça, faire pousser du pot en serre, là, tu sais, avec mes tomates, mes concombres, et ainsi de suite. » C'est un bordel. Et là, l'autre élément qui nous est arrivé dans le front au Québec, c'est qu'on a les gens des communautés autochtones qui disent « Nous autres, c'est comme pour le tabac. Ça fait partie de nos droits ancestraux. On peut faire ce qu'on veut sur notre territoire. On n'imposera pas de taxes. Alors, on va vendre du pot sans qu'il soit taxé. Est-ce que ça va changer les prix? Quel beau bordel! Et pendant tout ce temps-là, on a Justin Trudeau qui nous dit, sans rire, que c'est fait pour empêcher la mafia du pot à continuer de faire de l'argent sur le dos de nos jeunes, de nos enfants, et ainsi de suite. Il va y avoir tellement de façons de pouvoir se procurer ce produit-là, mais des façons totalement différentes qu'on se retrouve au Québec, en Ontario ou ailleurs. Il y a une décision, je fais une parenthèse, il y a une décision qui est attendue au niveau de la Cour suprême du Canada concernant un monsieur qui avait été arrêté à transporter de la boisson du Québec, qui avait acheté de la boisson au Québec et qui le transportait vers le Nouveau-Brunswick. Puis, il y a un article de la Constitution qui dit que lui s'est servi de cet article-là parce qu'il a reçu une contravention parce qu'il n'a pas le droit de transporter, comme nous autres, entre Ottawa et Gatineau. La loi disait que tu n'avais pas le droit de transporter de l'alcool entre Ottawa et Gatineau. Je suis convaincue que je vous apprends quelque chose, là, parce qu'on l'a tout fait. Alors, admission de là à TV, là, vous pourrez déposer ça en preuve, mais l'article 121, je pense, de la loi constitutionnelle dit que les produits au Canada, parce que quand on a formé le Canada, on voulait que ce soit une fédération, puis que les gens puissent circuler librement un peu partout, bien, tu ne dois pas empêcher ou limiter l'accès à des produits d'ailleurs. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que la Cour suprême va maintenir les décisions des paliers inférieurs qui disaient que c'était illégal que d'interdire. Ça veut dire que quelqu'un du Québec pourrait peut-être se faire venir du pot de l'Ontario s'il coûte moins cher. Un beau bordel, quand je vous dis. Alors ça va créer des frictions entre Ottawa et Québec parce que Québec a l'impression qu'Ottawa se fout carrément d'eux autres. Ils ont demandé de reporter d'1 an. C'est une fin de non-recevoir. Ottawa leur dit « Hey, nous autres, on permet de cultiver, les gens pourront cultiver eux-mêmes. » Québec dit « Nous, on ne veut rien savoir de ça. » On a l'impression qu'on revient des bonnes années de Trudeau père où tu as le grand frère qui dit au petit frère quoi faire constamment. Et là, on a la question du logement avec une promesse de 40 milliards. Écoutez, c'est pas encore demain la veille, là, mais peu importe.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle? N'importe qui investit dans le logement, à mon point de vue, c'est une nécessité. Un logement, ça devrait être un droit fondamental. Tout le monde a droit à un logement décent, qui a de l'allure, qui ne te rend pas malade, puis qui rend compte tes besoins à un coût raisonnable, qui ne mange pas tout l'argent que tu gagnes chèrement. Ceci étant, le logement, c'est de juridiction provinciale. Fait que de quoi qu'ils se mêlent? Fait que non seulement il dit que ça va être 40 milliards, mais il va falloir que les provinces viennent moitié-moitié avec eux autres dans les projets. Au YAM, si les provinces ne sont pas prêtes ou ils n'ont pas les budgets pour embarquer parce que c'est Ottawa qui a tout l'argent ou une grosse partie de pas tout l'argent, notre argent, je vous répète. Alors, dans ce contexte-là, d'autres conflits à venir à ce niveau-là. Mais pendant ce temps-là, on a quand même eu droit à la visite du Père Noël, le Père Noël que j'appelle M. Letao, le ministre des Finances du Québec, qui a fait sa mise à jour économique, qui sentait l'eau chaude. Tout le gouvernement Couillard sent l'eau chaude à cause que la CAQ, la Coalition Avenir Québec, ça sonne drôle, hein, la CAQ. En tout cas, Coalition Avenir Québec qui prend beaucoup qui remonte dans les sondages. Plusieurs observateurs voient gagner la prochaine élection. Alors, qu'est-ce que le gouvernement Couillard a fait? On a dit, hey, on s'est assez serré la ceinture, pas eux autres, mais nous autres. Maintenant, c'est le temps de redonner des cadeaux. On n'attendra pas la campagne électorale l'année prochaine. On commence tout de suite à saupoudrer de cadeaux les Québécois. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont recevoir un beau chèque, 100 pièces par enfant à partir de janvier de l'année prochaine, donc ça s'en vient très bientôt. On a une baisse d'impôts équivalente à quelque chose comme 1 milliard de dollars. En tout cas, plein de choses. La taxe scolaire qu'on va uniformiser à son plus bas dénominateur commun. Donc, fini les grosses taxes municipales à la Commission scolaire des draveurs. Ça va coûter la même chose que la Western Québec. En tout cas, plein de choses. C'est plein de raies, peut-être que... Alors, ça sera à suivre, mais on sent qu'ils sont en train de faire un certain virage à ce niveau-là. Et juste comme ils annoncent ces belles choses-là, le Père Noël, l'État, ben là, c'est leur gros congrès cette fin de semaine. Quand vous allez m'entendre, le congrès va avoir déjà eu lieu. Alors, ils vont tous se péter les bretelles que, hey, ça regarde mieux, on a fait des beaux cadeaux aux Québécois, puisqu'on est encore des tatas. Nous autres, on prend les cadeaux, on dit merci, puis on oublie les années antérieures. Ça, c'est pas grave. Qui sera là aussi dans le cadre de ce beau congrès où aura été là? Jean Charest. Lui, duquel Philippe Couillard essaie tellement de distancer les libéraux de maintenant des libéraux du temps de Charest, mais parce qu'ils vont célébrer 150 ans, pas juste du Canada, mais aussi du Parti libéral du Québec, et c'est ça qu'ils auront célébré pendant ce fameux congrès, ils ne pouvaient pas ne pas inviter Jean Charest, donc c'est un fantôme du passé qui sera revenu dans les parages, et je suis certaine que les médias vont se faire un plaisir que de prendre des photos et des images de ce moment extrêmement réjouissant pour Philippe Couillard et son cabinet et tout son caucus. Parlant de caucus, qui est revenu dans le caucus? Eh bien, c'est notre ami Guy Ouellet, qui avait été retiré lors de l'arrestation par l'UPAC, lors de son arrestation par l'UPAC. Comme il n'y a pas eu de dépôt d'accusation encore, ou quoi que ce soit par rapport à tout ça, il a demandé d'être réintégré, ce qu'on lui a accepté. Je suis fort aise, par contre, qu'on n'y a pas redonné la présidence de la commission sur les institutions qui est chargée de surveiller ou de suivre les travaux de l'UPAC. Ça aurait été un peu indécent, là, où il y aurait été un petit peu en apparence de conflit d'intérêts, qui a fait quelque chose de bien ou de mal, peu importe. Juste en termes d'apparence, ça n'aurait pas bien regardé. Alors, tout est bien qui finit bien pour lui. Et comme je le disais, pour la question de des commissions scolaires, ça sera à suivre parce que c'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait, mais on verra. Ça va être une année de promesses à tour de bras. Départager tout ça, ça va être tout un exploit. Le refuge à Vanier, vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'Armée du Salut qui veut déplacer quelque chose qui est dans le marché-bail vers Vanier. Il y a tout un mouvement SOS Vanier. Le Conseil de la Ville d'Ottawa a adopté la résolution qui avait été suggérée par la commission chargée d'étudier ce changement de zonage. Ça fait vraiment pas l'affaire des gens de Vanier. Vanier qui essayait de se redonner, qui a souvent été le parent pauvre de la ville de Vanier à l'époque, de ce coin-là, du secteur du chemin de Montréal.
et ensuite de la ville d'Ottawa qui était en train de se renipper, de se refaire. Et là, on s'en va amener un refuge de 300 quelques lits de gens qui sont souvent en itinérance, qui ont des problèmes de santé mentale et autres. Alors, ça insécurise beaucoup les gens du coin. C'est pas fini. On saura s'en reparler sûrement pendant l'année 2018 parce que ça va aller devant les tribunaux. Je serais surprise du contraire. Juste comme ça, ce qui me surprend toujours dans ces histoires-là, c'est de voir comment on fait des consultations, puis ce message-là vaut pour Gatineau aussi. Les consultations, ce n'est pas après que les décisions sont prises que ça sert à grand-chose. Des fois, ça vaut la peine. Je parlais de la ville de Gatineau, des comités, puis du Nouveau Souffle. C'est intéressant de voir comment est-ce qu'on veut reprendre le contrôle du côté politique par rapport à l'administration. Le politique, là, c'est l'exécutif. Le comité exécutif, le mot le dit, c'est eux autres qui décident avec le conseil des grandes orientations et l'administratif doit juste mettre les choses en place. Et souvent, on a l'impression que c'est l'inverse, c'est l'administratif qui part des histoires, des nouvelles choses, des nouveaux critères de ci, de ça, en matière de sécurité, de prévention. Puis, comme s'il n'y avait rien que ça à faire, mais ils ne réalisent pas que ça a un impact sur les gens et sur leur quotidien et leurs finances, bien souvent. Alors, c'est là que c'est important que le politique prenne sa place. Du côté de Vanier, j'ai comme pas l'impression qu'on a eu beaucoup d'écoute. Et même l'Armée du Salut le dit qu'elle a vraiment pas... elle aura été fautive du côté de consultation. Petite note en terminant, municipalité de Kingston qui pense aux horreurs à couper les rabais aux aînés. Vous savez, il n'y a pas grand-chose d'excitant quand on vieillit. Puis quand on frappe l'âge vénérable de tomber dans la nouvelle catégorie des aînés, vous savez, la FADOC et tout ça, et que tu commences à avoir droit au rabais, il me semble qu'on avale un petit peu mieux notre âge et notre sagesse dans ce temps-là. Et de savoir qu'une municipalité songe à enlever ça, je vais vous dire, je trouve ça tellement d'une indécence incroyable. Et ils disent « Ah, mais c'est parce qu'on fait de la discrimination basée sur l'âge. » Moi, j'appelle ça une reconnaissance. Tu sais, pour des gens là qui ont travaillé fort toute leur vie, puis si ça peut les aider dans leur budget, c'est vrai qu'il y en a des aînés qui sont riches puis qui n'ont pas besoin de ces rabais-là, mais ça fait avaler tes cheveux gris d'une façon un petit peu plus agréable. Alors, j'espère qu'ils vont y repenser parce qu'ils veulent baser ça sur les revenus seulement. Et en terminant, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une fin à ce show-là, je sais que vous aimeriez ça que ça dure 60 heures, là, mais je voudrais juste profiter de l'occasion pour féliciter le nouveau préfet de la municipalité régionale de comté de Papineau, Benoît Lauzon, maire de Tursault, qui remplace Paulette Lalande qui avait pris sa retraite. Bravo, Benoît. Maintenant, j'espère que les maires de la MRC Papineau et Benoît Lauzon, maire de Tursault et maintenant préfet, pensera à faire comme dans d'autres MRC de la région de l'Outaouais. Ça devrait être un poste électif. Pensez-y avant la prochaine élection. Boivin ne dit plus rien.